Bienvenue dans Virage A90, le podcast où tout change. Ici, on parle de choses qui ont changé du tout au tout, de transformation personnelle, de nutrition, de sport et de tout ce qu'il faut pour reprendre le volant. Je suis Ludovic, coach en ligne. Je te partage mon parcours, mes expériences et des outils pour avancer. Chaque semaine, un nouvel épisode t'attend pour t'aider à reprendre le contrôle. Un seul mot d'ordre, changer de cap pour de bon. Est-ce qu'on peut vraiment rester carré sur le sport, la nutrition, le sommeil et l'hygiène de vie en général quand notre environnement n'arrête pas de changer régulièrement? Donc, c'est vraiment un petit mythe aussi quand même qui existe pas mal, hein, le fait de devoir changer d'environnement comme ça. On croit souvent que ça nous empêche de maintenir une certaine routine et je suis là pour casser ce mythe aujourd'hui. C'est vrai que ça fait déjà 5 6 mois que je suis un peu en mode nomade, hein, entre Bali, j'ai fait un petit crochet rapide de quelques jours à Singapour. Maintenant, je suis au Vietnam depuis, oui, à peu près 2 mois environ, c'est ça. Et donc, ouais, 5 6 mois, on va dire, en train de bouger. Et on m'a demandé pas mal de fois, bah, Ludo, comment ça se passe pour toi au niveau de ta routine? Puisque avant, on te voyait aussi bah, en salle quand j'étais en France. Donc, toujours la même salle, la même routine, les mêmes recettes aussi. Donc, quelque chose de stable, quoi, un état d'équilibre qui me convenait aussi bien. Maintenant, ça est beaucoup plus chamboulé quand même, avec bah, le changement d'environnement à droite et à gauche. Donc, comment est-ce que tu fais pour t'adapter? Est-ce que tu arrives à maintenir aussi bah, ton physique, par exemple, tes performances, ta santé? Comment est-ce que tu maintiens ta routine de façon générale? Voilà. Le but de cet épisode, comme j'ai dit, donc, c'est de déconstruire un petit peu des fausses croyances, de casser aussi certains mythes et d'apporter justement du concret, hein, de l'authentique sur cet épisode-là et bah, via mon expérience et ce que je vis en ce moment en étant en mode nomade. Donc, juste avant de commencer sur tout ça, petite parenthèse, petite précision, je suis un peu malade, donc juste une petite grippe passagère. Je ne sais pas si ça s'entend au niveau de ma voix. J'espère que c'est pas le cas. Après, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même dans tous les cas pour ne pas te tousser dans les oreilles ou ne pas renifler, ou enfin, tu vois. Je vais essayer d'éviter tout ça, ou au pire, je vais essayer de cutter, je sais pas, je verrai comment ça se passe. J'ai quand même mis la clim, donc c'est pas l'idéal euh, pour une personne qui, normalement, est dans un état de grippe, hein. Au niveau de la gorge et autres, ça peut faire que tout simplement tu as envie de tousser un peu plus. Donc c'est pas l'idéal. Après, c'est tout ou rien ici. Si j'enlève la clim, il fait super chaud et je vais dégouliner carrément devant la caméra. Et je serai pas à l'aise non plus. Je serai pas assez frais mentalement, physiquement pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Donc je pense que je vais jongler entre clim, pas clim, clim, pas clim. Voilà, petite parenthèse. Sinon, on est toujours là, on fait le job, on est présent. Peut-être certains vont croire que je suis puni aussi, hein, parce que là, je suis aux côté d'une porte, donc de la porte de ma chambre. C'est juste que j'essayais de trouver le meilleur angle par rapport à la chambre dans laquelle je suis. Et je pense que là, rapidement, c'était le meilleur angle que je pouvais trouver. Ce sera peut-être celui-ci que je vais garder par la suite. Le plus important, comme on a dit, c'est le fond. La forme, ça viendra après. Je pense qu'on est là pour toujours répéter les bonnes actions, répéter les actions et on s'améliorera sur d'autres aspects par la suite. Je pense que juste le fait de devoir m'entraîner, parler de la meilleure des façons possibles, en essayant d'améliorer mon éloquence, si on peut dire, en essayant d'améliorer l'écoute au niveau de ma voix, le contenu surtout, hein, parce que parler pour parler, parler dans le vide, je pense que tout le monde peut le faire un peu, hein. Donc, bosser sur le contenu d'abord et après, sur la forme, ça viendra par la suite. Voilà, petite parenthèse qu'on va fermer et on repasse au sujet du jour. Donc, le fait d'être en déplacement souvent, comment maintenir sa routine? Est-ce qu'on peut réellement maintenir sa routine quand on se déplace assez souvent? Donc, premier réflexe que moi j'ai mis en place, ça va être sur le côté sport et le fait de sécuriser aussi son environnement. Donc, en gros, quand je me déplace à un endroit, d'un endroit à un autre, la chose que je vais faire en amont, avant de me diriger vers un nouvel endroit, c'est faire des recherches sur les salles à côté de l'endroit, euh, enfin dans l'endroit où je vais
me situer, me loger potentiellement, je regarde d'abord la salle, les salles, avant le logement. Et je prends le logement ensuite en fonction, dans les 15 minutes, si on peut dire, à pied aux alentours de cette salle, de ces spots à l'extérieur. Ces spots, par exemple, des bars pour le street workout, comme ça. Ou voilà, j'essaie de repérer une, deux salles différentes que je pourrais tester une fois arrivé sur place. Pause, j'enlève la clim, que je vais remettre par la suite, sinon je vais dégouliner. Mais du coup, voilà, je repère d'abord l'endroit où je vais m'entraîner, potentiellement m'entraîner et faire un test, hein. Et ensuite, je chercherai le logement. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi c'est la base? Je me suis noté parce que c'est vraiment le pilier qui va structurer tout le reste. L'entraînement, le fait de maintenir ta routine sportive, ça va aussi jouer sur ton mood, ça va jouer sur le- ta routine aussi en termes de nutrition, ton sommeil, ton hygiène de vie en général. Donc ça joue sur tout. C'est pour ça que j'anticipe en amont. Après, c'est vrai que si tu perds ça en premier, le reste, ça va pas forcément suivre. Donc, comme tu as bien vu, je fais un travail de repérage. Je teste une salle ou deux, voir ce qui me convient le mieux niveau ambiance, niveau équipement et autres. Après, tu sais très bien que avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. Et il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose, hein. Une paire d'haltères, des barres, et c'est parti en vrai, hein. Donc, voilà. Après, ça va être le critère logement aussi par rapport à la salle. Comme je venais de le dire juste avant, j'essaie de chercher un logement qui soit plus ou moins à 15 minutes aux alentours de la salle. 15 minutes, parce que c'est vrai qu'au-delà de 15 minutes, et c'est vrai qu'en parenthèse, quand même dire, 15 minutes à pied. Donc, ça dépend. Justement, quelquefois, j'aurais peut-être pas de moto, je pourrais pas louer une moto pour X ou Y raison. Et donc, je pars du principe que le logement doit être toujours un, aux alentours de 15 minutes à pied de la salle. Donc, ça me permet aussi d'éviter un petit peu les frictions, d'éviter les excuses, tu connais, hein. Ah, c'est trop loin. Ah, il y a de la pluie. Oui, mais après, s'il y a de la pluie, mais que si tu es quand même à 10-15 minutes à pied, c'est pas la mort, si on peut dire. Et tu peux toujours te rendre à ta salle, quoi, pour 10-15 minutes sous la flotte. Si tu as quand même un kawaii, une veste et ou un parapluie, ça passe. Et c'est vrai que par contre, si tu commences à être à une demi-heure de la salle et que tu dois marcher une demi-heure sous la pluie, là, ça commence à être pas sympa. Donc voilà. Pour ce premier point-là, quand il n'y a pas forcément de salle ou que je vais pas à la salle, ça va être des séances en extérieur, donc sur les parcs de street workout, ce qui est très très bien aussi, hein, en fonction de la météo. C'est vrai que ça peut pas mal jouer. C'est pour ça que, pour revenir à l'épisode précédent, hein, la semaine précédente, quand j'ai été pris donc, dans les inondations, sans électricité et autres, donc les salles inaccessibles, les parcs de street workout, et même juste aller marcher dehors, c'était pas possible. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est juste des séances directement dans la chambre où j'étais. Donc, vraiment dans un espace restreint. Je ne saurais même pas dire en termes de superficie, hein, mais t'as pas besoin de grand-chose. J'avais avec moi aussi des bandes élastiques, plus du coup, le petit équipement, si on peut dire, que tu mets de l'autre côté de la porte, là, pour simplement attacher ta bande avec ça, et pouvoir bloquer la bande avec la porte, et faire d'autres exercices supplémentaires aussi que tu pourrais pas faire juste avec des bandes. Donc voilà comment je m'en sortais, hein, et ça fait le taf largement. J'ai eu des courbatures aussi avec des séances avec élastique et ou même au poids de corps. Donc juste avec ça, tu peux vraiment t'en sortir. Voilà. Donc par rapport à tout ça, aussi c'est vrai que mis à part le côté séance, le côté entraînement et sport, salle et autres, c'est vrai que si je suis dans une phase, comment dire, dans une fourchette de temps, on dira. Si je suis dans une fourchette de temps qui ne me permet pas de m'entraîner aussi, je vais peut-être mettre plus l'accent sur la marche. Au lieu de faire mes 10, ouais, mes 10-11 000 pas plus ou moins habituels, on va monter un peu, on va passer plutôt sur du 14 000,
15 000 pas comme ça. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi le côté routine de récupération, tout ce qui va être automassage, mobilité, étirement. Donc, je vais mettre un peu plus l'accent là-dessus hein, pour huiler aussi les articulations, récupérer plus vite. On va mettre l'accent là-dessus et sur la marche s'il y a un peu moins de séances. Voilà. Je pense que c'est un point très très important. Ce qu'on a dit juste au début. Hop. Et on va remettre la clim. Donc, le petit travail de scouting, si on peut dire, de repérage en amont, si tu voyages toi aussi de ton côté et que tu veux maintenir ta routine, faire un travail de repérage au niveau des salles, des équipements à disposition, ça va être super important dans le sens où euh, tu vas te rendre compte qu'en arrivant sur place, tu feras pas les recherches ou qu'une semaine passera super rapidement. Une fois arrivé sur place, hein, une semaine, 10 jours, tu te diras, ah mince, j'ai encore rien fait. Et ça va très très vite, surtout bah, quand tu es en vacances, quand tu es là pour profiter et autres. C'est pour ça qu'en amont, c'est bien de faire le travail de recherche et de tester même dans les 2 jours qui suivent ton arrivée, de tester des salles. Comme ça, tu es sûr de pouvoir maintenir ta routine. Juste à côté, il y a des coqs et des poules. Je sais pas si tu entends ça, mais ça risque d'être marrant pour toi. Donc, c'est tant mieux. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'arriver quelque part et de te dire, voilà, justement, 10 jours plus tard, j'ai encore rien fait, dis-moi ça. Et justement, si tu veux plus que ça se reproduise à l'avenir, euh, bah, tu me dis tout simplement par message, tu m'envoies une petite question pour justement bah, qu'on voit les freins potentiels qui t'empêchent aussi de pouvoir t'entraîner quand tu es en déplacement, en voyage comme ça. Donc le deuxième point, le plus important, le plus gros défi, je dirais même, quand tu voyages, euh, et j'ai eu des expériences vraiment différentes par rapport à ça. Donc le deuxième gros point quand tu voyages, le plus difficile, c'est la nutrition. Donc 2 phases différentes. Première phase, j'étais à Bali. Donc à Bali, euh, dans les logements où j'étais, j'avais des cuisines à disposition. Je pense qu'en termes de conception des logements, Airbnb, Booking, tout ce que tu veux de réservation là. Euh, Tout est fait aussi pour une communauté un peu, si on peut dire, de digital nomades, d'expatriés, de tout ce que tu veux. Tout est fait en sorte, tout est fait exprès pour que sur place, tu aies tout à disposition, et notamment les cuisines. Et il y avait vraiment, vraiment tout. Donc, j'ai vraiment pu cuisiner ce que je voulais manger. J'ai pu aller faire mes courses également à droite, à gauche, dans les magasins sur place. Tu as vraiment des chaînes qui sont connues. euh, et dans ces chaînes-là, tu peux retrouver vraiment tous les produits que tu veux, hein, tous les fruits, légumes, les viandes, beaucoup de produits aussi qui viennent d'Europe. Tu as tout ce qu'il faut. Il n'y a aucune excuse là-dessus. Tu peux vraiment faire les plats que tu veux. Après, tu as aussi peut-être des petites épiceries, des petits commerces, des magasins euh, un peu plus soit locaux, soit des magasins un peu plus bio avec des produits de qualité. Hum, Pardon pour tes oreilles. Des produits un peu plus de qualité. Et donc, c'est vrai que je pense qu'à ce niveau-là, niveau courses et autres, il y a vraiment tout ce qu'il faut à Bali. Ça va pas être un frein, ça c'est sûr et certain. Donc tu peux faire tes courses, cuisiner. D'ailleurs, moi, ça m'a permis aussi, on va dire peut-être une fois par jour de cuisiner. Je mangeais un repas que je cuisinais au moins une fois par jour. Je pouvais cuisiner peut-être, allez, pour 2, 3 portions maximum parce qu'après, tu dois aussi partager le frigo avec les autres personnes qui sont sur place. Donc pour 2, 3 portions. Et on va dire que pour cuisiner un repas, de 2, 3 portions, ça me tenait à peu près 2, 3 jours. Et le reste du temps, soit je commandais, soit je mangeais à l'extérieur. Et bah, on vient à ce point-là, du coup, le fait de devoir manger à l'extérieur, euh, comment dire, je pense, je sais, après c'est vrai que j'ai pas été dans plusieurs endroits dans le monde, mais pour ce que j'ai fait, pour le peu que j'ai fait, je pense que Bali c'est l'endroit idéal si tu veux manger à l'extérieur, à chaque coin de rue. Tu as des restaurants, il y a vraiment des restaurants de partout et des restaurants sains, diététiques. Il y a vraiment du choix, c'est bon. Il y en a un peu pour
tous les prix. Tu pourras retrouver des endroits quand même avec des produits de qualité pour pas très cher. Ça dépend ce que c'est pas très cher, mais si tu compares toujours, voilà, à l'Europe ou d'autres endroits que l'on connaît, ça reste vraiment pas cher. Et tu as même, quand tu vas commander sur la liste, par exemple, que tu vas choisir, je sais pas moi, ta protéine ou tes protéines, tes glucides, tes légumes, tout ce que tu veux, tes matières grasses, on te met directement à certains endroits pour ton choix. Et ben, je sais pas, imagine tu choisis des frites de patates douces, on va te mettre l'apport calorique, la quantité de glucides, de protéines, de lipides, de fibres. On te met tout ça, donc en soi, tu peux euh, manger de manière saine et même en suivant un certain plan alimentaire qu'un coach pourrait te donner, par exemple. Ça reste faisable. Bon, je pense qu'il doit y avoir des petites différences à quelques calories près. C'est pas hyper précis. Il suffit que, je sais pas, une demi-cuillère à café d'huile est tombée un peu plus dans un plat qu'un autre plat. J'exagère, je donne un exemple. Mais t'as compris, ça reste quand même des choses, pour avoir testé plusieurs fois ces endroits-là, ça reste quand même des portions équivalentes à chaque fois. Donc c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Les produits, ils ont l'air quand même de qualité. On ne sait pas d'où est-ce que ça vient, c'est sûr, mais ça a l'air d'être de qualité. Voilà. Après, c'est que même pour les restaurants locaux, donc les warung, euh, quand tu vas manger là-bas, tu as du choix. Vraiment, vraiment, ça dépend. Certains, tu auras peut-être une dizaine de choix. Dans certains warung, tu peux avoir une vingtaine de choix facile. Et bah, ça va être certains plats, enfin différents plats locaux que ce soit de Bali, mais ça va être plus en général, je pense, des plats qui viennent d'Indonésie, hein, peut-être un peu plus qui viennent de Java, et avec des assaisonnements différents, des légumes, des glucides différents. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais à peu près 5 items. Donc, sur les 5 items, je prenais dans un premier temps 2 portions de légumes. On va éteindre la clim. 2 portions de légumes. Comme ça, je sais que c'est déjà pris, c'est mis sur l'assiette, et ça, je vais le manger. Et je vois déjà un peu niveau quantité comment c'est servi aussi. Et ensuite, je choisis mes 2 portions de protéines et une portion de glucides, ça va être en général du riz. Voilà. Et tu peux quand même t'en sortir, même si c'est pas indiqué en termes d'apport, tu peux quand même t'en sortir pour manger sainement. Voilà. Euh, Après, voilà, pour tout ce qui était petit déjeuner, je ne l'ai pas mentionné, le petit déjeuner. Donc, moi, je faisais mon petit déjeuner habituel tous les matins, assez sacré, que je fais depuis un moment. C'est donc des œufs brouillés, en général 3, avec du pain complet. Ça va être plus ou moins 50 grammes de pain complet, euh, et du beurre de cacahuète. Là, ça va être 50 grammes de beurre de cacahuète, pardon, aussi. Parce que pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, vous savez que j'adore ça. Je raffole de ça. Je peux manger à la cuillère. Anecdote, avant, ça peut le faire encore maintenant, mais avant, ça m'arrivait de manger, ouais, 1 kilo de beurre de cacahuète par semaine. Donc vraiment, péché mignon, là-dessus, aucun doute. Donc voilà pour la composition de mon petit déjeuner. Des œufs brouillés, 3, du pain complet, environ 50 grammes, 50 grammes de beurre de cacahuète. S'il y a un petit fruit, je prends. Et voilà. Le midi et ou le soir, soit j'ai cuisiné, il reste des portions, soit je mange à l'extérieur, comme je t'ai dit, dans les restos euh, occidentaux, si on peut dire, et ou locaux. Et pour la collation de 16 heures, j'ai toujours des fruits avec moi, des noix par exemple, ou si j'ai rien, je peux m'arrêter quelque part directement pour prendre un smoothie protéiné, un smoothie bowl, quelque chose comme ça. Mais ouais, t'as de quoi faire, c'était rodé un petit peu quand même au niveau de ma routine sur le côté alimentation à Bali. T'as tout ce qu'il faut. Et si tu veux voyager et rester propre facilement, je pense que Bali, pour l'avoir dit juste avant, c'est peut-être l'un des meilleurs endroits au monde pour le faire. Voyager et rester sain au niveau de son assiette. Après, deuxième partie, niveau nutrition, au Vietnam, là, ça commence
à changer un peu. On rentre dans quelque chose où j'ai dû m'adapter un peu plus. Donc déjà, j'arrive à Da Nang. C'est vraiment le début de l'adaptation. Le petit déjeuner, on va remettre la clim, hein. Ça dure pas longtemps sans clim quand même. Rapidement, on sent la chaleur qui arrive. Donc, petit déjeuner maison au début, hein, j'avais de quoi cuisiner. Le même petit déjeuner. J'ai eu l'occasion aussi de cuisiner un à deux plats comme ça, hein. Et après, forcément, j'ai vu, comparé à Bali un peu plus, hein, donc ici au Vietnam, c'est un peu moins cher. Et je vois aussi que même niveau livraison, quand tu vas commander directement sur les applications pour te faire livrer à manger, bah ça coûte le même prix que si tu vas cuisiner quelque chose, voire quelquefois moins cher. Et en plus, si tu prends le temps de te poser, de te dire, OK, qu'est-ce que je vais manger? Réfléchir à ce que tu vas manger. Ensuite, te rendre sur place, faire tes courses, parce que aussi t'es pas habitué avec le magasin sur place, les articles qui changent. Donc tu dois trouver tes repères, tu prends plus de temps dans le magasin, tu fais tes courses, tu sors, tu rentres, tu cuisines. Entre ce temps-là et juste le temps de chercher ce que tu vas manger sur l'application, si c'est pour le même prix, et ben autant passer sur l'application et commander directement. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je cuisine plus du tout. Euh, je pense que quand j'aurai accès vraiment à une cuisine, une meilleure cuisine, on va reprendre la routine du petit déjeuner en tout cas de cuisiner parce que là, j'ai pas de cuisine actuellement là où je suis. Mais on va reprendre cette routine de petit déjeuner au moins et ensuite pour les autres recettes. Après, au niveau des restaurants, des endroits où je vais commander ou manger sur place, ce que je fais, c'est que je regarde les avis, forcément, que ce soit sur l'application, que ce soit sur Google ou voilà, ou même avec les gens aussi, quand je parle avec les gens sur place, ou même en testant sur place, voir comment ça se passe. Sinon, au niveau des choix, je vais toujours m'orienter comme à Bali, hein, mais je vais toujours essayer de m'orienter un peu plus sur des Pokéball, porridge, smoothie ball, snack protéiné, enfin, ce genre de choses qui sera beaucoup plus sain. Et il y a un peu moins de choix quand même ici au Vietnam par rapport à ce type de nourriture, de recettes, de repas. Et donc, ça peut rester un peu plus facile au final de trouver tes restaurants parce qu'il y en a un peu moins. Et au final, une fois que tu as trouvé allez, ouais, t'es entre 2 et 4 restaurants, et ben moi personnellement je reste sur ces mêmes endroits-là parce que je sais que j'aime bien ce qu'ils proposent et je vais pas prendre mon temps non plus à chercher sur l'application quel endroit je veux tester et autres, même si j'aime bien le faire de temps en temps, mais ça te fait perdre du temps aussi et c'est pas euh, mon but de mon côté de faire un maximum de découvertes en même temps. Déjà, avec un seul restaurant, tu peux découvrir pas mal de choses pendant au moins 4 5 jours. Donc, si tu le fais avec plusieurs restaurants, tu en as pour beaucoup, beaucoup de temps. Et à chaque fois, chercher comme ça demande ouais, vraiment un peu de temps. Et moi, j'essaie d'optimiser ce temps-là, justement. Le fait de ne pas aller faire les courses, cuisiner moi-même, ça me fait un gain de temps. Si maintenant, ce temps-là, je vais le prendre juste pour scroller et chercher euh, la pépite, si je peux dire, eh ben, c'est pas smart, tout simplement. Et ouais, c'est l'inverse de ce que je veux faire, au final. Voilà, pour ça. Au niveau des choix que je vais faire, ça va être plutôt des repas, des recettes ou des extras euh, de choses qui vont être plutôt. Je commence à perdre un petit peu ma voix. Des choses qui vont être un peu, ouais, au niveau cuisson, des cuissons un peu plus douces, vapeur, ou sans cuisson, hein, comme je t'ai dit, tout ce qui va être, par exemple, poké et autres, certains trucs, t'as pas forcément besoin de cuisson. Sinon, je vais m'orienter peut-être vers du tofu ou des œufs. Si je prends des œufs, ça va être pas forcément des œufs au plat, mais plus des œufs durs ou des œufs brouillés, parce que ça demande une cuisson un peu plus légère. Alors que des œufs au plat, ça pourrait être un peu plus justement frit. Je vais éviter tout ce qui est friture, haute cuisson, si je peux dire. Euh, Parce que déjà, je ne sais pas quelle huile ils vont utiliser. Si c'est une huile de bas de gamme, de mauvaise qualité, une huile réutilisée, une huile pas adaptée à une cuisson à haute température. Et tout ça fait que
une fois entré dans ton organisme, une fois, c'est OK, mais plusieurs fois, à terme, ça va être toxique aussi pour ton corps et ça va générer des maladies. Peut-être pas dans les 2, 3 années qui suivent, mais peut-être dans les 5 à 10 années qui vont suivre, il y a des choses qui vont se révéler. Donc voilà, j'essaie de voir aussi un petit peu à moyen long terme et me préserver par rapport à ça. Ça, c'est pour le côté cuisson en termes de choix. Et après, ouais, c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Pour la partie Vietnam, en termes de choix que je fais, vu que c'est un peu moins simple, la quantité de choix possible en termes de restaurants, euh, si on peut dire diététique, c'est un plus. Et après, sinon, en termes de choix même, je privilégie toujours des cuissons ou des aliments qui seront cuisinés euh, d'une façon à ce que ça impacte le moins possible ma santé. Voilà. Donc, j'arrive à Da Nang, je commence à me roder comme ça. Ensuite, je pars dans une autre ville à Hue. Euh, Juste avant, on va éteindre la clim. Donc, je pars dans une autre ville à Hue. Et là, je me rends compte qu'en fait, Da Nang, c'était le paradis. Il y avait en fait tout ce qu'il faut. Parce que à Hue, on va dire 90-95% des choix, euh, c'était des repas, ouais, des restaurants locaux et ou coréens. Je sais pas pourquoi, il y avait beaucoup de choix de restaurants coréens et j'en ai testé quelques-uns d'ailleurs. Rien à dire, c'est vraiment pas mal. Mais la nourriture locale, je pense qu'elle peut être bonne. Visuellement, la composition de l'assiette, c'est bien. Là où je sais un peu moins si c'est bien ou pas, ça va être pareil hein, comme à Bali, hein, mais sur, on va dire, le choix des aliments, d'où est-ce que ça provient, comment est-ce que ça a été planté, comment tel type, tel animal ou autre a pu être élevé. Enfin, tout ça, on ne sait pas. Les conditions de transport, de stockage, de préparation. euh, Tu vois bien, quelquefois, tu as ces idées un petit peu euh, de street food. Tu vois bien un petit peu comment les choses peuvent être euh, précaires, si on peut dire, et stockées de façon un peu aléatoire ou préparées de façon un peu à l'arrache. Et niveau hygiène, je te dis, est-ce que je vais pas choper un petit truc là? Est-ce que je devrais peut-être pas m'orienter vers un restaurant, clairement? Donc, je tâtonne un petit peu à différents endroits. Maintenant, ça va un peu mieux. J'arrive à percevoir un peu les endroits qui sont un peu plus clean à ce niveau-là. Mais après, si c'est pour toi, c'est pour toi, hein. Dans tous les cas, là-dessus, tu peux rien y faire. Sauf si tu vas toujours manger dans des restaurants qui sont bien. Euh, Là-dessus, c'est sûr que tu t'assures un maximum de préserver ta santé euh, et de pas tomber malade. Donc voilà, à Hué, c'était beaucoup plus local. Et en même temps, j'ai pas eu le choix par rapport à l'épisode précédent, comme je t'avais dit. Voilà. Donc, par rapport à l'épisode précédent, comme je t'avais dit, sans électricité et autres, bah, j'ai dû manger avec la famille sur place aussi, hein, et bah, ce qu'ils avaient. Donc là, en termes de choix, je vais peut-être pas commencer à dire si j'étais, je sais pas moi, végétarien, peu importe mon mode alimentaire, si je peux dire, ma façon de manger. Là, tu mets un peu tout ça de côté. Ouais, au niveau des cuissons et autres, au niveau de voilà, l'organisation, la préparation, enfin, tu peux rien dire. Là, tu vois des choses aussi sur place, tu te dis, peut-être que je ferai pas comme ça, mais tu t'adaptes. Tu es là aussi pour t'intégrer, pour... Ouais, tu es là aussi pour vivre une expérience. Et au final, je me rends compte que ça passe, que j'ai rien eu, j'ai eu aucun souci. C'est juste des préjugés que tu as aussi parce qu'on a notre façon de fonctionner aussi en amont qui est peut-être plus clean, plus stérilisé de façon générale en Europe. Euh, et ici, la façon de préparer les choses au niveau des repas et autres, ça va être un peu plus, comme je te disais, à l'arrache, mais ça le fait tout aussi bien. Donc, j'arrive à huer, c'est encore plus l'adaptation.
C'est plus local. Ça part sur des soupes, des bouillons, là, les faux, les bunbo. Ça part sur, je sais pas comment ça s'appelle du tout. C'est des roulés un peu d'omelette, là. Je crois que c'est coréen, un truc comme ça. Je me suis pris quasiment que ça pour le matin, le petit déjeuner. Les fruits aussi, pour justement, ça, je sais que c'est une valeur sûre normalement. Donc, je me suis pas mal orienté sur les fruits. Et après, j'ai fait quelques crash tests, hein, pareil, et jusqu'à temps que je puisse trouver les restaurants dans lesquels je peux me fournir, qui ont quand même des valeurs sûres, des ingrédients, des repas, des recettes qui me conviennent. Après, cet épisode-là a hué, je me suis orienté vers Hanoï, donc la capitale. Et là, aucun souci, aucun problème. C'est la capitale, quoi. Tu as tout ce que tu veux. Donc, rien à dire à ce niveau-là en termes de choix. Et donc maintenant, je suis arrivé à Hoi An, donc qui est juste en dessous de Da Nang, on va dire à 30 minutes, 40 minutes, plus ou moins en voiture. Donc c'est juste à côté de Da Nang. Moi, c'est une ville moins développée que Da Nang, pas forcément moins touristique, peut-être même quelquefois plus touristique parce que c'est quand même classé patrimoine mondial de l'UNESCO, une certaine partie de la ville. Donc c'est vraiment très 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 visité. Et donc de ce fait, il y a quand même pas mal de restaurants et aussi des restaurants que tu retrouves à Da Nang qui sont venus s'implanter ici, qui ont ouvert un deuxième restaurant, un troisième restaurant. Et donc, les choix que j'avais à Da Nang, je les retrouve ici. Et donc, ça me convient très très bien. Rien à dire aussi ici à Hoi An. Voilà. Est-ce que toi, tu arrives à maintenir ta routine ou est-ce que tu perds tout dès que tu changes d'environnement? Fais-moi un retour à ce niveau-là. Moi, c'est vrai que le côté nutrition, ça va demander beaucoup plus d'adaptation. Ça va être toujours un peu le cas hein, par la suite, mais je commence à trouver aussi ma façon de procéder. Troisième point, quand tu voyages, quand tu es plus dans une phase de nomadisme, si on peut dire, c'est le sommeil. Hyper important. Le sommeil, ma façon de procéder, donc comme je t'avais dit juste avant, je choisis la salle et ensuite je vais choisir l'endroit où je vais dormir. Donc quand je fais les recherches, je peux prendre un peu de temps quand même quelquefois parce que je vais vraiment cibler et être sûr à 100%, je pourrais pas, hein, parce que je ne suis pas sur place. Je ne vois pas comment c'est. Mais en tout cas, avec les moyens, les outils à ma disposition, je vais essayer d'être sûr de trouver l'un des meilleurs endroits pour avoir un sommeil réparateur. Ce que je fais, c'est que au niveau de la recherche, je vais déjà sur les applications de réservation comme Booking, Airbnb, tu connais, ou autres. Je vais mettre des filtres qui vont repérer les avis des gens, euh, de ceux qui sont passés à tel ou tel endroit, pour voir ceux qui ont parlé justement de la qualité de sommeil, les nuits passées sur place, est-ce qu'il y a du bruit ou pas. Je vais faire ça, je vais faire un double check avec Google Maps, les avis aussi sur Google Maps. Je vais faire un petit Street View aussi, voir comment le quartier il est autour. S'il y a beaucoup de restaurants en bas, des karaokés et autres, là, je vais peut-être pas m'orienter dans ces endroits-là. Euh, on va éteindre ça. Donc voilà, je mets quelques filtres, je fais un double check, Street View, je regarde les avis et autres. Et sinon, je pense qu'il n'y avait pas forcément d'autres tips par rapport à ça. En termes de recherche, c'est plus ou moins tout ce que je peux faire, hein. Euh, mais c'est vrai que j'avais testé différents hébergements du coup. La plupart du temps, moi, j'ai été dans un endroit où j'ai ma chambre, tout ce qui va être toilette, salle de bain et autres. Mais ça m'est déjà arrivé de tester aussi un coworking hostel, donc sur 2 semaines. Et donc, en gros, tu es dans un dortoir avec, on était 8 personnes, et dans une autre partie, un peu plus éloignée, un peu plus loin, tu as tout en commun aussi, donc toilette, douche, évier, lavabo, tout ce que tu veux. Et c'était ma première expérience comme ça. Euh, je l'ai plus ou moins bien vécu. Ça s'est passé, on dira. Ça s'est passé dans le sens où, déjà, le point positif, c'est que c'est un coworking hostel. Donc les gens, ils sont là pour bosser. Il y a une bonne connexion Wi-Fi.
Tu es là pour te poser. Les gens, ils sont vraiment en mode productivité. Et même le soir, il y a un certain respect avec des codes mis en place avec l'endroit sur place pour ne pas avoir de bruit. Il n'y a pas de fête, rien. Donc, c'est calme. Euh, Après, j'ai senti quand même un changement, une perturbation au niveau sommeil, hein, sur les premières nuits quand même, parce qu'il y a quand même un peu de bruit. On va dire que ton voisin au-dessus de toi qui va bouger un peu, bah, tu vas l'entendre, ou quelqu'un qui va faire des allers-retours dans la chambre, tu vas l'entendre aussi. Donc moi aussi, mon sommeil, il est assez léger. Je suis quand même sensible au niveau du bruit, ça me dérange pas mal, le bruit. Donc j'ai pris mes dispositions. Je voyage tout le temps avec des boules caisses. Euh, et en renfort, je vais mettre mon casque par-dessus encore. Donc j'ai mes boules caisses à l'intérieur de mes oreilles, je vais mettre mon casque par-dessus. Et là, je suis équipé pour bien dormir. Ça va être mon petit tips, clairement, que je mets en place en cas de bruit assez fort, si je peux dire. Et voilà, voilà. Je pense que j'ai pas d'autres tips à ce niveau-là. Le premier, c'est quand même de m'assurer, euh, de faire en sorte d'arriver dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de travaux autour, pas de chantier, pas de rue trop passante, touristique, ou avec des boîtes de nuit à côté, des karaokés, tout ce que tu veux. C'est le premier point important en termes de recherche à effectuer. Et si malheureusement, une fois arrivé sur place, tu constates qu'il y a peut-être un peu plus de bruit que tu aurais pu le penser, ça part sur les boules qui et le casque. Voilà. Je pense que on va remettre. Hop, c'est parti. Un voyage, ça s'apprécie mieux quand tu es en pleine forme, quand tu as de l'énergie à donner, que tu es 100% présent aussi pour pouvoir profiter et 100% disponible, hein, en temps et en énergie. Euh, Même si c'est vrai que ça dépend aussi des motifs du voyage. Certains vont voyager pour X ou Y raison, et la fatigue, le fait de dormir un peu moins bien, eh ben, c'est pas grave, ça rentre pas en compte. Mais quand même, je pense qu'au niveau de ta productivité, au niveau de ta discipline, ton physique, ton hygiène de vie et autres, de manière générale, ça va commencer aussi par ton sommeil, avoir un sommeil de qualité. Donc, voyager, ça ne doit pas devenir l'excuse qui va plomber aussi tes nuits de sommeil. Voilà pour le côté sommeil. On a vu le côté environnement pour le sport. On a vu le côté nutrition. Maintenant, le côté sommeil. Et donc oui, par rapport à tout ça, ces petits points que moi j'ai vus de mon côté, euh, ça va être un plus. C'est un plus aujourd'hui que j'utilise, que je mets en place pour certains de mes coachés qui eux aussi voyagent ou sont en déplacement. Et donc ce travail de recherche, ça va être surtout pour le côté nutrition et sport. Ce travail de recherche, je le fais pour certains coachés euh, qui sont pas mal en mouvement, en déplacement, en voyage, et pour leur faciliter la tâche, enfin gagner du temps, toujours, ce que je fais, c'est que je vais leur créer une petite carte via Google, hein, via Google Maps, et je vais répertorier les endroits où ils peuvent euh, manger en termes de choix de restaurants, en termes de choix pour faire leurs courses aussi, ou pour manger pour faire des choix aussi entre les restaurants locaux ou plus occidentaux, enfin voilà. Comme ça, ils ont vraiment une liste à leur disposition et ils peuvent se retrouver aussi. Et ils n'ont pas besoin de prendre le temps de faire des recherches et autres. Pour le côté sport aussi, donc repérer les gyms, repérer les spots potentiels. Et voilà, voilà. Par rapport aussi aux expériences que j'ai eues en amont, c'est quelque chose maintenant, ce travail de recherche-là, qui devient beaucoup plus automatique pour moi et que je propose en plus à mes coachés pour les faire gagner du temps. Donc, euh, la vraie difficulté, je pense pas que ce soit le pays dans lequel tu bouges ou dans les pays dans lesquels tu comptes voyager. Je pense que c'est la capacité à s'adapter. Au final, on voyage pour découvrir et pas pour perdre le contrôle. Dis-moi, du coup, c'est quoi ton plus gros challenge quand tu voyages? Est-ce que c'est la bouffe, donc la nutrition, le sport ou le sommeil, ou un autre point? Tu me fais un retour par rapport à ça et on voit les freins potentiels, les choses qui pourraient t'empêcher de maintenir une certaine routine par rapport à un certain point de ton hygiène de vie.
et on débloque tout ça ensemble. Voilà. Dans un prochain épisode de ce style-là, euh, potentiellement où je te parle un petit peu de ma routine en tant que coach nomade, comment ça se passe, euh, quels tips j'ai pu mettre en place pour maintenir ma routine et autres. Donc dans ce style d'épisode-là, je pourrais peut-être développer, comme je me suis noté sur plusieurs points, peut-être sur un kit du nomade sportif. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut apporter avec soi, récupérer sur place ou peu importe, un kit tout simplement pour maintenir sa routine sportive à n'importe quel endroit. Je pourrais développer là-dessus. Je me suis noté pourquoi pas développer aussi sur le ratio à adopter entre discipline et flexibilité, parce que c'est vrai que quand tu es en déplacement, tu voyages, je sais que une bonne majorité d'entre vous, vous préférez quand même, si c'est des vacances, en général, bah, tout couper, mais certains aussi aiment bien maintenir leur routine et garder un minimum de discipline tout en restant un maximum flexible pour pouvoir profiter. Donc je pourrais développer sur ce point-là aussi si ça t'intéresse. Ou dernier point auquel j'ai pensé, les erreurs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant sur l'organisation de façon générale, parce qu'il y en a quelques-unes quand même en termes, quelques erreurs quand même que j'ai pu faire de mon côté, et je pourrais développer là-dessus si jamais ça t'intéresse. Tu me dis, tu m'envoies un message. Et du coup, voilà, pour terminer un petit peu sur cet épisode-là, en termes de conclusion, voyager, ça te teste, ça te demande de revoir ton organisation pas mal de fois, ça te demande de t'adapter, d'improviser, à être honnête aussi avec toi-même. Et si tu arrives, là, je pense que j'ai besoin d'un petit coup d'eau, juste sur la fin, là, tu vois, c'est maintenant que j'ai besoin de. Donc, tu vois le bidon que j'ai avec moi, parce que du coup, comme tu sais, je bois pas l'eau du robinet au risque de tomber malade. Euh, donc, je récupère toujours un bidon comme ça pour que ce soit plus simple et que j'ai pas besoin d'aller chercher des bouteilles d'eau à chaque fois. Bref, je ferme cette parenthèse-là. Donc, c'est vrai que si tu arrives à maintenir ton hygiène de vie dans un environnement qui change assez souvent, et ben, quand tu vas rentrer chez toi, euh, que ce soit sur du moyen, long terme, tu vas devenir aussi inarrêtable. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt aussi de devoir d'essayer de t'adapter, peu importe l'environnement, d'adapter ta routine, de garder et maintenir une certaine routine pour qu'en cas de situation stable, quand tu reviens dans une situation plus équilibrée, eh ben, tu vois réellement la différence et que tu exploses aussi, tu profites de cette stabilité pour exploser tes objectifs et tes performances. Voilà, si tu as envie justement qu'on travaille ensemble pour structurer tes routines, que tu sois en voyage, en déplacement, que tu aies l'impression que tu aies des freins pour maintenir tout ça, eh ben, tu m'envoies un message sur Instagram à ludovicetev underscore et on voit ce qu'on met en place pour t'aider à avancer et débloquer les potentielles problématiques que tu aurais euh, à débloquer. Voilà. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Reste en mouvement, passe à l'action et ciao.